Bonjour le repère, salut Forest. Salut Greg. On se retrouve pour une petite causerie autour des Rotolight Titan qu'on a eu la chance d'essayer dans le cadre du super tuto que tu es en train de nous préparer sur la Sony FX6. Tu les as même utilisés sur un court-métrage. C'est ça, sur un tournage de cinéma. On va essayer de vous livrer nos conclusions ou ce qu'on en a pensé. Écoute, déjà on est tombé sous le charme. C'était pas prévu à l'origine. Voilà, on a reçu les projets pour... à l'origine pour les utiliser. Ouais, ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on est tombé un peu sous le charme. Moi, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'avais un petit peu entendu parler de la marque. Ils faisaient des petits projecteurs ronds. Ça m'avait toujours intéressé, mais j'avais jamais creusé. C'est vrai que c'est les premiers 1 pouce par 1 pouce, les premiers carrés. Déjà dire que c'est des machines qui sont quand même haut de gamme. C'est pas forcément des choses qu'on achète. Ça vaut plusieurs milliers d'euros. Ça se compare à peu près dans les tarifs à un Skypanel. C'est des choses de location plutôt quand même. Après, si on a des moyens, on va voir, c'est une lumière assez intéressante. C'est les Anglais qui font ça, dans des studios mythiques, les Pinewoods. Pinewoods, exactement. Soi-disant, c'est assemblé à la main. En tout cas, c'est assez bien assemblé. Le premier truc qu'on peut dire, c'est que la ventilation est totalement inaudible. Très silencieux. On ne l'a pas mis dans des conditions extrêmes. Mais franchement, on a mis les micros contre, on n'entend rien. Regarde, je rapproche le micro. Et là, si vous entendez un bruit, ça vient d'un cob qui est là-bas. C'est pas du tout le Rotolight. Et c'est mon cob, donc je peux le dénoncer et il fait un petit peu de bruit. Voilà. Et j'entends la soufflerie d'ici. Il vient du cob. Ou du cob, mais c'est pas lui. C'est le premier truc remarquable, c'est ça. Peut-être ce qu'on peut dire, le deuxième truc, c'est qu'on s'est bien équipé. Tu as des volets qui peuvent se snapper assez vite dessus, qui y sont d'ailleurs. Vraiment, c'est très simple. C'est livré en fly case. Enfin, en tout cas, un moyen d'avoir un fly avec. Tout un tas d'accessoires pour gérer le flux de la lumière, des softbox, des crate, des snapgrids qui se plug, des grilles en nid d'abeille qui se plug directement dessus. Enfin bref, là-dessus, c'est bien équipé, quoi. Alors, il y a un truc qu'on peut dire aussi, c'est que le ballast, il est repositionnable. On peut très facilement l'accrocher là ou le laisser sur le pied. C'est ça, on peut le docker sur le projet lui-même, mais il y a aussi les montées de lampes. Et on peut du coup avoir le ballast soit au sol, soit à mi-chemin. Il n'y a pas de contrôle sur le ballast quand même. Tout le contrôle se fait soit sur le Projo, soit en radio, soit en DMX, évidemment, en filaire. Le ballast lui-même, c'est un gros transfo. Oui, tu ne peux pas t'en servir pour piloter le projecteur inaccessible, quoi. Ouais. Alors si, on pourrait l'allumer, l'éteint. Oui, c'est vrai. C'est déjà ça. Franchement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un petit peu plus léger que la concurrence. En tout cas, que la référence qui est à peu près... que le Skypanel, voilà. Le Skypanel, voilà. Et, quelle que soit la comparaison qu'on fasse, il y a le petit, le grand dans les deux cas. C'est pas rien, ça joue un petit peu quand même. Alors, c'est un vrai Projo quand même. Donc, oui, c'est lourd, voilà, c'est lourd. Pour l'avoir utilisé en équipe réduite, voilà, c'est un vrai Projo, il faut le trimballer, il pèse son poids. C'est vrai qu'il est quand même nettement plus léger que le Skypanel, qui est devenu un peu, mais en même temps, tout est plus léger que le Skypanel. C'est un peu plus léger et peut-être un peu plus puissant. Même certainement un peu plus puissant, sans que ça soit évident. Bah, écoute, on a mesuré presque un diaph de plus, sans la diff. On en reparlera de la diff. Donc non, il a un super rendement, pour à peu près la même consommation électrique d'ailleurs. Je crois que c'est un peu plus balèze, c'est plus de 400 watts je crois, enfin c'est le Titan X2 parce qu'on a testé les deux, il y a le grand modèle et le petit. En tout cas avec un bon rendement, donc, parce que ça fait de la lumière, en quantité. On a mesuré le petit parce que c'était plus pratique pour le déplacer, etc. Et le petit qui est quand même gros. Et on a mesuré au maximum 8000 lux à 1 mètre, si je me souviens bien. Ouais. Et à 3 mètres... 1200 c'est ça, au maximum, qui est donc une température de couleur... c'est 4000 Kelvin à peu près. Voilà, parce que c'est des LED RGB WW. Donc forcément, on trouve toujours... Alors ce qui est étonnant, ce qui moi m'a surpris en tout cas, c'est que le meilleur rendement, il est plutôt vers les lumières chaleureuses, ce qui n'est pas tellement traditionnel sur les panneaux LED. Ça c'est parce que c'est du warm white, donc il y a des LED spécialement dédiés justement aux blanches. En tout cas, je m'attendais à ce qu'on ait le maximum vers les 5006, et en fait, le maximum de rendement va se retrouver plus vers les 3200. Voilà. C'est ça. Alors ceci dit, il y a quand même, il faut le signaler, un mode aussi lux constant. Oui. Où quelle que soit la température sélectionnée, on va avoir une puissance constante. On a constaté que c'était très fiable, on peut lui demander de sortir toujours la même quantité de lumière, et qu'on enclenche ou pas la diffusion, on en parlera un petit peu après, on change la température de couleur, et il va le respecter, on aura toujours la même luminosité constante qui va arriver sur la zone éclairée, quoi. Alors ce que moi je peux dire aussi sur le rendement, la puissance, c'est que je ne joue pas tellement avec la couleur.
parce que d'abord, je n'ai pas forcément le matériel qui permet de le faire, et puis c'est peut-être pas trop mon truc. Mais celui-là, bah, il fait de la couleur, et j'étais assez étonné qu'on puisse coloriser comme ça aussi facilement des murs qui n'étaient pas blancs. Et j'étais surpris, ça s'est très bien passé, il y a des images d'illustration là. Donc sur ce mur-là, qui est tout sauf blanc, on fait la couleur qu'on veut. Et ça, c'est quand même assez appréciable, et du coup, bah, ça peut donner des idées pour de la publicité, du clip, des choses comme ça. Après, en fiction, certainement aussi, dans des cas particuliers, où on veut appuyer une ambiance, où on veut faire Blade Runner, pourquoi pas. Mais le plus souvent, à mon avis, ça sera dans du clip ou dans du live aussi. C'est des projecteurs qui peuvent s'utiliser aussi sur du live, il n'y a pas de raison. Et jouer sur les couleurs, c'est vraiment agréable, c'est vraiment sympa, et ça marche super bien. Et du coup, puisqu'on parle de la puissance, on l'a emmené dehors, il y avait du soleil, et ça marche. Il joue à 3 mètres, 2 mètres. Voilà, on peut l'utiliser en extérieur, ça fight le soleil, il n'y a pas de souci, ça marche, quoi, et c'est quand même pas mal au niveau de la puissance. Parmi les accessoires du Projo, il y a quand même un adaptateur pour de la Veloc, oui, bien sûr. Et je pense que ça sera clairement la source d'énergie, de prédilection pour des extérieurs jours. Le transfo, en fait, il est là pour transformer le courant de 220 volts en 24, puisque c'est l'alimentation native du projecteur. Et on peut évidemment produire du 24 volts avec des batteries. Et ça, c'est un accessoire Rotolight qui fournit du courant. Alors, sur le Projo, sur le petit, en tout cas, il donne 100% de la puissance. J'ai lu sur le site web que sur le gros, le X2, il peut donner qu'un maximum de 60% de la puissance. Moi, je ne l'ai pas remarqué. En le testant, on monte bien jusqu'à 100%. Maintenant, il se peut que ce 100%, c'est un nouveau 60%. Oui, voilà, en fait. ou peut-être que c'est un firmware qui a changé entre-temps. On était dehors, surtout, on n'a pas mesuré la quantité de rendement lumineux. On n'avait pas le temps. Voilà. En tout cas, c'est vraiment génial de se dire qu'on a un Projo qui est vraiment puissant, généreux en puissance, et qu'on peut quand même avoir sur batterie quelque chose d'assez compact, qui se trimballe facilement, donc, y compris pour les extérieurs jours. Vraiment un bon Projo. Mais peut-être le truc le plus remarquable, et toi qui connais bien la diffusion électronique, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, c'est qu'il y a une diff dans ce LED panel, dans ce panneau LED, il y a une diffusion qui est électronique, un petit peu à l'image du filtre ND peut-être de la FX6 par exemple. Ouais, en tout cas c'est un panneau cristaux liquide. Ça c'est vraiment bien parce que sur d'autres projets on connaît quand même différentes diffs. La réalité c'est que sur ces projets il faut descendre le projecteur, remplacer le filtre physique de diffusion, et donc je ne sais pas si on peut parler du SkyPanel, voilà, où il y a plusieurs jeux de diffs disponibles, dont une qui est focalisante, donc qui augmente le rendement, puisque ça relocalise le faisceau lumineux. Mais il faut déposer le Projo, évidemment, changer la file, faut l'avoir. Remonter. Il faut avoir pensé. Faut l'avoir sous la main. Faut l'avoir. Et puis il n'y a aucun contrôle à distance de ça par définition, puisqu'il faut un électricien pour remplacer la diff. Et ça, c'est peut-être le truc le plus spécial de ce Projo ici, c'est la diff électronique. Ça, c'est quelque chose qu'on a sur vu, le marché propose une diffusion électronique, à ma connaissance. On l'a vu nulle part ailleurs. On l'a vu nulle part ailleurs. Et donc on a un potard de diff. Donc là où sur beaucoup de projets on a puissance et couleur, ici on a 3 potards, puissance, couleur et diffusion. Et ça fait comme les filtres de diff sur d'autres projets où on peut refocaliser le faisceau, au contraire l'élargir, mais entièrement électronique. Pilotable, soit en local évidemment sur le projecteur, soit à distance, en radio ou en filaire. Et donc ça c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel pour être remarqué. Oui, ça va permettre donc de le spotter plus ou moins. Ça reste un panneau LED, donc ça va avec ses limites, on va dire. Voilà. C'est ça, c'est pas une lentille Fresnel, mais bon. De toute façon, on ne prend pas un Projo à LED, enfin un panneau si on veut une lentille Fresnel. Mais on va pouvoir le spotter plus ou moins. On a mesuré la diff, elle est très constante, quels que soient les réglages. Ça, on est sur à peu près un diaph en full diff. Full diff, c'est un diaph. Demi-diff, c'est un demi-diaph. Voilà. Et on clear, l'a mesuré le rendement maximum. Presque tous les modes proposés, et on peut s'y référer. C'était très consistant, voilà. C'est fiable. Et donc ça le rend plus facile à utiliser, ce projecteur. Parce que, bon, clairement, essentiellement, je pense qu'il y aura toujours la diff, plus ou moins, mais il y en aura toujours. Sauf... Voilà, en effet principal, il aura certainement la diff. La lumière est très plane, très douce, ça fait des belles ombres. Bon. Évidemment, en fonction de la taille du projecteur et sa distance. Mais quand il est diffé à fond, il se comporte super bien. Ce que moi j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est quand justement on a besoin de plus de rendement. Et là, on enlève la diff, boum, on gagne un diaph. Il est vachement plus fort. Et donc là, il peut servir de projecteur, s'il faut le mettre en rebond, par exemple, exactement, en bounce, ou s'il y a une surface où il n'y a pas d'ombre portée, on a peut-être moins besoin de cacher le multi-ombre de toutes ces petites LED. Et à partir du moment où il n'y a pas d'ombre portée, on peut enlever la diff et on gagne un diaph. Et donc, voilà,
avec la même source de lumière, on a un il projo est qui est 2 fois versatile, plus du puissant. coup, grâce à ça, on peut l'utiliser de Ouais. différentes manières. À la limite, c'est pas du tout déconnant d'imaginer faire une interview et l'utiliser en lumière principale avec la diff à fond, ça fera une jolie image. Pas, ça ne sera pas non plus l'équivalent d'un cob avec une softbox, mais on sera dans quelque chose. Non, c'est pas une chiméra exactement, Voilà, mais mais de très à la taille du projo. ouais, Voilà. très acceptable. Ouais. Et comme les projos, le Titan X1, c'est un LED panel qui est un par un, qui est pas si grand que ça. Mais quand vous avez le X2, on commence à avoir quand même une belle source. Ouais. Hein, c'est grand quand même. Hein, donc, Ouais, le X2, ça fait comme une petite boîte à lumière quand il pense. C'est vraiment une diffusion totalement plane, il n'y a pas de point chaud, il n'y a pas de multi-ombre évidemment, donc on a une très très bonne qualité de diffusion. Et si on la supprime, on gagne un diaph. Donc on a encore plus de rendement avec le même projecteur. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ces machines-là, c'est qu'on peut les faire bosser ensemble. Il y a la radio qui est intégrée et on peut, même sans console DMX, on peut les chaîner. On peut avoir un maître et un esclave. Toi, tu as fait les essais? Ouais, enfin, on peut avoir un maître et voilà, plusieurs esclaves. On a 16 projos par canal, donc c'est assez généreux. C'est extrêmement simple. Et la radio, c'est génial. Il n'y a pas un câble à tirer, rien du tout. Il se retrouve tout seul. On déclare le maître et les autres, on les met en esclave. Et on peut piloter avec un seul panneau de contrôle. On peut piloter tous les projos qui sont chaînés dessus sans tirer un seul câble. C'est vachement agréable ça. Sans avoir un matériel plus important de type console DMX et tout, on peut quand même commencer à jouer sur. On gère un ensemble de lumière. Ouais, il est compatible avec le Lumen Radio, donc le wireless DMX. Donc on peut utiliser évidemment une surface de contrôle DMX et piloter à distance les projos, par groupe s'il le fallait. Moi je remarquerais quand même que pour l'instant il n'y a pas d'appli. Non, ça c'est probablement le seul point au noir qu'on a relevé, c'est le manque d'appli. Bon, sur une vraie install où il y aura du contrôle DMX, ça ne fera aucune grave. différence. Sur les petites installs, l'équipe légère justement, où peut-être ça peut être agréable d'attraper à distance le contrôle d'un projecteur. Voilà. Il se trouve qu'il y a la puce Bluetooth dans la machine, donc le hardware est prêt. C'est tout prêt. C'est le software qui n'est pas encore prêt. Donc ça, on attend avec impatience de voir si comme les fabricants, ils nous pondent une petite appli qui peut piloter à distance tout ce que le projet sait faire. Ça complémentera bien. Ça serait bien, ouais, ça serait bien. Alors j'ai vu que le constructeur, il en parle depuis pas mal de temps. L'appli va bientôt arriver et tout. On ne sait pas si ça va bientôt arriver. Mais disons qu'elle manque. Voilà. Elle manque un peu parce que on a pris l'habitude avec d'autres. Donc ce n'est pas le cas de tous les projets. Hein. Il y a plein de projets qui n'ont pas d'appli du tout. Celui-là, il se trouve que le hardware est installé dedans. Il y a la puce Bluetooth, donc c'est dommage. On est juste et en plus, on va le voir, il peut faire vraiment plein de choses. Il y a des gélatines, des effets. Et vraiment qu'on a beaucoup de choix à s'y retrouver sans appli, ou c'est pas évident non plus parfois. C'est surtout quand le projet est fixé là-haut. Il y a ça, bien sûr, mais genre quand tu cherches dans 1000 gélates celle qui te plaît, si tu avais un petit moteur de recherche, tu serais content de pouvoir faire des filtres par constructeur de gélatine ou des choses comme ça. Et ce qui est sympa, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que il y a toute l'ergonomie du projecteur qui est tactile et pas, c'est-à-dire c'est quand même il y a des boutons au choix. agréable. Les boutons sont très précis. Ouais, ils sont bien. Voilà, c'est principalement ces trois boutons-là qu'on va utiliser le plus souvent. Donc on a une interface de navigation qui est assez agréable. On comprend moi j'ai trouvé qu'on comprenait très vite comment l'utiliser. Super intuitif. Ouais. Évidemment on a plusieurs modes. On a le mode classique, on va choisir la température de couleur de notre blanc. Qui sera, soyons réalistes, le mode le plus courant. Le plus utilisé. Sûr, ouais. On va pouvoir quand même corriger la teinte magenta ou verte, magenta, ce qui sur des projecteurs haut de gamme est assez courant, mais sur des LED panels, des panneaux lumineux plus bas de gamme, c'est quand même c'est pas commun. Voilà, c'est assez pratique quand même. Et puis bien sûr, on a les modes où on va pouvoir choisir juste taper dans la couleur, les modes RGB en fait, et le mode HSI. Ouais. Il y a un intermédiaire d'ailleurs, c'est le RGB-W. C'est vrai. Ouais. Où on peut indépendamment régler la puissance du blanc chaud et une couleur. C'est vrai. Au RGB. Après, le mode HSI classique, on choisit une teinte, une saturation et une intensité. Le mode XY. Ça, c'est un mode qui est sympa. Ça nous permet de déterminer un triangle du gamut qu'on va utiliser. Ça peut être du Rec 709, ça peut être du BT 2020. C'est déjà pas idiot, parce que si on fait un live et qu'on s'est mis dans des couleurs BT 2020, ça va sans doute. Les capteurs ne vont pas distinguer. Voilà, il va sans doute y avoir des petits problèmes. L'idée en tout cas, c'est de limiter les couleurs accessibles à celles que les gens peuvent voir et que les spectateurs, dont les spectateurs pourront profiter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va pouvoir se promener aussi au tactile, chercher une couleur. Et ça, j'ai trouvé ça sympa dans la phase un peu créative, quelle couleur je vais utiliser. Et c'est très
très intuitif, quoi, d'aller très très. Alors, ce qui est un dommage, c'est qu'on aimerait bien que ça soit plein écran, qu'on ait une plus grande précision. Mais ça permet quand même assez facilement de se faire une idée. Est-ce que je vais faire mon fond vert, est-ce que je vais faire mon fond rouge, enfin, bref. C'est très créatif. Voilà, c'est ça. Il y a un petit côté, je bidouille et je vois le résultat directement. Et ça, c'est sympa. Ouais, donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir sélectionner une couleur et on peut ensuite limiter la couleur à un espace. Ils ont annoncé le support des luttes caméra. Ouais. C'est des luttes caméra, c'est pas les luttes qu'on met dans les caméras. Je pense que le nom n'est pas très adapté, ouais, mais on comprend l'idée en tout cas. C'est des espaces qu'on peut limiter. Alors non pas à l'espace de diffusion du coup, mais littéralement à l'espace de capture. Ce que le capteur peut capturer. Les caméras ne sont pas égales entre elles. Hein. On a des capteurs avec des gamuts plus ou moins larges. Et donc à l'heure actuelle, on limite soit au 709, soit au 2020, soit on ne le limite pas. On est au gamut du Projo. Ouais. Voilà, exactement. Ce qui potentiellement peut générer voilà, des couleurs hors gamut. Et ça se traduit en général par des aplats. Hein. Si on a voilà, un vert primaire très pur qui tombe sur le visage, on perd de la gradation, on perd de la matière dans le visage. Et donc là, à présent, on peut le limiter au REC709 par exemple, pour pas que ça arrive avec une caméra classique. À terme, ils vont aussi permettre de pouvoir le limiter vraiment à chaque capteur lui-même. Ils ont évoqué qu'ils allaient s'occuper de Red, Harry, Canon, Sony, voilà, Canon, tous les grands, Sonic Sonic certainement aussi, bien sûr. Ouais. Voilà, et ça, c'est une bonne chose qui s'y intéresse en tout cas. Tu sais, on dit toujours que le SkyPanel, il rend le plus beau avec une Alexa. Il paraît. Ça, c'est parce qu'ils ont vraiment tuné les primaires pour qu'elles correspondent exactement à celles de la caméra. Et ça a du sens quand tu es fabricant et de la caméra et du Projo. Alors, Rotolite, évidemment, eux, ils ne font pas de caméra. Et donc, eux, ils ont décidé qu'ils allaient pouvoir fine-tuner vraiment les primaires du Projo pour qu'elles correspondent à chacun des capteurs. Et donc ça, c'est pas mal. Bon, dans la vraie vie, c'est sur des petits pouillams. C'est pas dit qu'on voit la différence. De toute façon, pour l'instant, c'est un vœu pieux. On la verra sur les grisée, elle n'existe pas, mais ça sera intéressant en tout cas de voir quand ça sera disponible, si ça a un effet. Et le truc vraiment, sinon, qui est vraiment agréable, il y a des presets. On peut sauver très facilement un état. Il y a tout un tas de banques, 16 je crois, peut-être même plus. Voilà, il y en a 10 réservées à la correction en CCT. On en a, voilà, ça va jusqu'à dans les trentaines ou quarantaines si on implique les FX. C'est vrai. Leur propre banque de mémoire dédiée. Mais, voilà, on peut en stocker plein, ça se garde entre les deux. Alors, ce qui est bien, c'est que même si on éteint le projecteur, qu'on coupe l'alimentation, la mémoire reste sélectionnée comme on l'avait laissé. Donc, je ne dis pas qu'il faut en finir avec la prise de notes parce que ça peut toujours, ça va tomber en panne évidemment quand on en aura besoin. Mais globalement, c'est très agréable. On peut avoir des réglages, les retrouver plus tard et passer de l'un à l'autre, transporter le projecteur, remettre les mêmes réglages. Et ça, c'est assez efficace. C'est assez sympa, ne serait-ce que pour le fameux vas-y, mets-moi le projecteur à 50% de diff, à 100, éteins-le, on cherche. À la limite, on se fait 3 presets, on passe de l'un à l'autre. Quand il y aura l'appli, ça sera encore plus sympa à utiliser. Et on n'est pas obligé de détourner le projecteur ou de l'éteindre ou d'avoir quelqu'un qui est tout le temps derrière. On rappelle juste des mémoires et on fait son réglage assez simplement. Et ça, c'est sympa, j'ai trouvé. Surtout si on rentre dans les FX, les effets spéciaux, voilà, on peut passer pas mal de temps à régler, tu vois, son retour télé par exemple, ou j'en sais rien, son feu de cheminée. On va le peaufiner, on va choisir la fréquence, on va le régler finement. Et là, c'est bien de pouvoir le sauvegarder une fois qu'on l'a c'est vrai qu'il y a plein d'effets. Les plus classiques, la télé, la police. La police, on peut dire le nombre de voitures de patrouille qui arrivent. 2 à 6 bagnoles. Voilà, on peut avoir 6 patrouilleurs de Los Angeles qui arrivent. Après, je ne sais pas si on a du patrouilleur gendarmerie nationale. On peut tout régler, donc on peut changer les couleurs. Et oui, parce qu'on peut aussi avoir que du bleu. On peut avoir que du gendarmerie nationale que du rouge, si on n'est pas à Los Angeles. Voilà, ça, mais que 6 4L, pas plus que 6 4L. Voilà, il y a de l'orage, ça a marché pas mal. Tout ce qui est proche de l'éclair, bien sûr. Il y a l'éclair en pilotable aussi ou en automatique. Mais en tout cas, la banque d'effets est généreuse. Elle est vraiment, vraiment grande et ils sont customisables. On peut les changer en couleur, on peut les changer évidemment en intensité, mais aussi en fréquence, en rythme. Et c'est très agréable. C'est vraiment, on tourne le potard. Et voilà. C'est super, donc c'est qu'il y a plein de presets. Mais ce qui est dommage, on en veut toujours plus. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas dire je passe de l'un à l'autre en X temps, de telle manière, parce qu'on pourrait faire des effets assez intéressants. Évidemment, avec une console DMX, on va pouvoir faire ce genre de choses, mais si on est sur une petite équipe réduite, qui a moins de moyens, ça aurait pu être sympa. On pourrait peut-être imaginer un lever de soleil, avec la température de couleur qui change, etc. Et avoir 2 presets. Voilà, et passer de l'un à l'autre, ça serait sympa. Et ça, les gens qui font le software, quand vous aurez fini l'appli, c'est pas grand-chose, à mon avis, de le rajouter, ce petit réglage. C'est sympa aussi, c'est qu'il y a plein de gélatine intégrée dedans. Et on a même un petit Wikipédia de la gélate, qu'on en sélectionne une. C'est bien fait, ça.
Alors c'est en anglais, un petit mais ça descriptif, explique en général pourquoi l'utiliser ou un petit peu d'historique. Donc on peut se former quand on est électro, qu'on s'ennuie, on peut apprendre les gélatines par cœur. Mais enfin, je trouve ça sympa parce que personne ne doit toutes les connaître. Là, il y a tous les lits, tous les Roscoe. Enfin, on croit, on ne les a pas tous épluchés. Parce qu'il y en a Ils ne vraiment, sont certainement pas tous. Certains ne sont pas reproductibles en RGBW, mais il y en a une grande palette. En tout cas, ça fait quand même une bonne base de départ. On trouve aussi les sources, hein, ça c'est pas mal. Oui. Donc, si on veut du sodium, de la bougie ou ce genre de une lampe à arc, une lampe au xénon, du HMI, voilà. Il y a à peu près tout. Du gaz qui brûle, bref, il y a tous les types de sources communes. Je pense que ce sera probablement le sodium pour les nuits, ce genre de choses-là, ou les lumières néons pour une cuisine. On veut que ce soit très glacial. C'est pas mal de pouvoir sélectionner directement un preset qui correspond au type de source qu'on essaie de reproduire. Mais les roulettes, elles sont très agréables à utiliser. Ah, ça, on peut le dire. Autant cette partie qui permet de s'affranchir du tactile, c'est bien qu'elle y soit, mais on s'en sert pas beaucoup quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, là, ces 3 petites roulettes, ça fait bien le job dans la plupart des cas. Quoi. Ça va vite. Quand on est avec le Projo, donc moi j'ai fait une partie du tournage justement où j'avais le Projo à côté de moi. La plupart du temps, c'était l'électricien évidemment qui manipulait les Projos, mais j'avais un moment où mon ex-caméra, mon Projo était juste à côté. C'est chouette, juste tendre la main, tourner une molette et vraiment regarder le rendu, sans devoir justement regarder le Projo. Le fait de pouvoir le faire avec la main, c'est très mécanique comme manière d'interagir avec. Puisque tu l'utilisais sur un tournage pour un court-métrage, tu as eu des contraintes forcément que nous, on n'a pas eu quand on a bossé sur le tuto FX6, sur ton tuto, parce qu'on est dans un environnement, ma foi, assez contrôlé. Voilà. Tandis que forcément, les projos, là, ils ont dû bouger, ils ont vécu quelques aventures. On les a trimballés partout. Est-ce qu'il y a un petit feedback à nous donner? Il y a quelque chose que tu as noté, en bien, en mal? Je pense, en mal, c'est des vrais gros projos, donc il faut les trimballer. Maintenant, mon projet principal, c'était quand même le X2, le plus grand, le plus lourd de tous, parce que la lumière, elle est vraiment, vraiment bien. Quoi. Le fait qu'il soit grand, c'est 1 pied par 2 pieds, c'est vraiment un grand projo. Donc il est très doux, hein, il enroule vraiment bien les sujets, ça fait des contres magnifiques. Et donc malgré le surpoids, j'ai préféré quand même prendre le grand. D'accord. Voilà. C'est Diego qui aurait préféré peut-être que tu prennes Diego était mon chef électricien, donc il faudrait lui demander s'il n'a pas trop souffert de cette envie-là. Il dit non. Il est prêt à porter du lourd pour faire un beau film, c'est bien. Parce qu'à la fin de la journée, l'image est plus belle quand même. Donc ça compte beaucoup. Après, sur certaines installs, je n'avais même pas de pied du tout, pas de baby. Juste le projo posé comme ça avec la lyre en contrepoids. Ou alors plutôt sur des meubles, ce genre d'emplacement où voilà, même le baby était trop grand pour rentrer le projo. Et donc juste le fixer tel quel, sans base. Et ça, c'était agréable parce qu'il est très cubique, donc du coup, il se cale vraiment très bien. Il tient tout seul debout. C'est ça. Et grâce à la diff, du coup, on peut quand même focaliser un peu le projo ou au contraire l'élargir. Et ça s'est montré extrêmement utile dans certaines installs comme ça où on était assez compact parce que c'était un décor réel, pas un décor construit. Et donc on a beaucoup apprécié le fait de pouvoir caler comme ça en haut d'un meuble un projo et le régler assez finement. Ça c'est vraiment agréable. De ne pas être obligé de le descendre pour changer la diff et essayer de le remettre à peu près au même endroit, ça a dû quand même te faire gagner un peu de temps. Ouais, surtout on gagne en qualité parce qu'on garde l'œil sur ce que ça fait, sur le rendu et on peut manipuler comme ça. Bon, en tout cas, le fait que la lumière soit vraiment bonne, ça c'est un vrai délice. Beaucoup de petits panneaux à LED, des fois on est un peu frustré parce qu'en général pas assez de rendement, soit du multi-ombre, soit ce genre de choses. Donc là on a un super bon projo, il était un peu plus lourd aussi qu'un Aladdin, il faut être réaliste, mais très agréable à utiliser. Ce que moi je trouvais vraiment le plus remarquable, c'est le rendement. On a beaucoup de lumière en quantité. Et c'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais la diff, on n'est évidemment pas tenu à 0 ou 100%, on peut être gardé entre les deux, et à un demi de diff, à 50%, il y a assez pour enlever le multi-ombre. Et en même temps, ça donne quand même un demi-diaph de plus. Tu gardes la gauche. Et tu peux vraiment avoir beaucoup. Là, sur ce tournage-là, je voulais vraiment du contraste. Donc, c'est avoir un bon écart sur les zones éclairées et les zones non éclairées. Et donc, il fallait de la gouache, quelque chose de vraiment costaud. Et ça, c'était agréable d'avoir un projo où j'étais quasiment tout le temps 100%, étonnamment. D'accord. Donc, sur les contres, en général, c'était vraiment costaud. Et avoir comme ça beaucoup de quantité de lumière. En plus d'une qualité parfaite, la quantité était vraiment très agréable à utiliser. Et que ce soit sur batterie ou que ce soit branché au 220, une prise 16 ampères, ça m'a beaucoup plu. Du coup, pour peut-être parler plus largement, ton usage des panneaux LED, t'aimes bien ça? C'est un projecteur qui te plaît bien? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour sortir un petit peu du Rotolight spécifiquement?
Écoute, moi, j'ai de plus en plus de mal à trouver des chefs-op qui les aiment pas du tout. En fait, on a tous un peu pris le pli. Les premières LED n'étaient pas au niveau. Non, c'est sûr. Hein, donc ça a pris un petit bout de temps avant que les fabricants nous livrent ce genre de projets qui ont maintenant des très bonnes qualités de lumière. Franchement, pour moi, ça se résume déjà à un truc direct, c'est la gradation. Descendre à 1%. Ça, c'est un des plus gros trucs. On ne les a pas en HMI, on ne les a pas avec les fluos, on ne les a pas avec toutes les sources, le tungstène non plus. On peut grader un peu. Hein, HMI, tu peux enlever un diaph en général, un truc comme ça. Avec les LED, on peut descendre vraiment très très bas. Ou aller vraiment très haut s'il est puissant. Et ça, c'est vraiment le plus gros des. C'est délicieux. On peut avoir des très gros projets, très puissants. Et donc, avec la gradation, on peut les amener à la puissance qu'il faut exactement. Ce projet a même un calculateur. Oui, c'est vrai. Tu peux voilà, calculer la compression d'exposition. Donne la distance au sujet. Il va donner carrément à quelle distance il faut que le projet soit. Et donc, on peut changer l'effet ou on peut justement agrandir la source en la rapprochant et savoir exactement de combien de puissance il faut l'ajuster pour maintenir le même flux lumineux. Mais en ayant un projet beaucoup plus près, beaucoup plus enroulant. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. C'est des trucs qui sont compliqués à faire avec d'autres sources de lumière. Donc, une fois qu'on y a goûté, honnêtement, on a du mal à revenir en arrière. Moi, j'ai faire un petit reproche quand même au panneau LED, c'est inhérent à la conception, hein, c'est que ça bastonne de la lumière dans tous les sens. Même s'il y a des volets sur celui-là, on va dire que l'usage... Non, mais je suis d'accord, les volets, c'est pas suffisant pour c'est pas suffisant pour pouvoir canaliser l'usage. Donc moi, j'ai bien utilisé en lumière de remplissage, je sais pas comment l'appeler, lumière de débouchage, ce qu'on voudra. Et typiquement, sur une interview, pour faire simple, si j'utilise un cob, pour faire ma lumière principale, ma lumière clé, je vais assez facilement utiliser un LED panel pour monter, descendre le niveau global et faire le contraste que j'ai envie dans la scène, un peu comme un offset dans Resolve par exemple. Ça, j'aime bien ça pour ça. Par contre, si j'ai pas envie que ça aille à un endroit dans mon décor, le LED panel, ça va être compliqué, quoi. Alors, c'est plusieurs drapotés, mais... C'est ça. Alors sur du haut de gamme comme ça, il y a tout ce qu'il faut en termes d'accessoires, on l'a dit, pour pouvoir canaliser. C'est ce que j'allais dire, voilà. Sur des LED panels un petit peu plus accessibles, il ne faut pas hésiter à se bricoler un truc avec du carton. Ouais, mais ce que tu dis pas, c'est que même ton cob dessus, tu mets une chimera. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, on rentre dans l'accessoirement nécessairement. C'est comme nécessairement. ça qu'on sculpte la lumière. Mais alors, quitte à avoir une lumière clé sur une interview, je préfère quand même que ça soit un cob avec une chimera qu'un LED panel avec une diff intégrée. Non, parce que... et même avec une chimera. Non, mais parce que la chimera est grande. Ouais, c'est une histoire de taille. C'est pour ça qu'on rentre souvent voilà, dans des accessoires. Maintenant, on peut imaginer aussi le projet utilisé sans diff, en réflexion. En boon, c'est vrai. Et donc, après, on peut choisir notre matière qui réfléchit. Est-ce que c'est un poly, ça sera carré, ça fait des reflets carrés. Est-ce qu'on prend un truc plus rond, on aura des reflets ronds. Et à ce compte-là, voilà, la diff sert d'accessoire. Comme il est puissant, on a assez pour justement envoyer de la lumière dans la diff. Et je pense, voilà, pour ceux qui apprennent la lumière, il faut vraiment, vraiment aussi apprendre les accessoires. Je vois beaucoup de gens qui débutent avec juste un petit Aladin, et là, effectivement, ça bave partout, à 180 degrés, ça remplit la lumière là où il n'en faut pas. C'est ça le problème. Donc c'est bien d'en la mettre là où il faut. Après, il faut apprendre justement à sculpter la lumière. Et ça consiste en général à enlever de la lumière là où il ne faut pas. Donc ça peut être simplement un petit drapeau, hein, on peut couper le faisceau un peu à droite, un peu à gauche. La meilleure manière de le rendre directionnel, ça reste les nids d'abeilles, les snap-grids, ce genre de choses, où on peut vraiment... les faisceaux, il n'y a que ceux qui vont dans un sens qui sont conservés. Alors ça bouffe beaucoup de lumière. Oui, on perd beaucoup. Donc il faut des sources puissantes. Il faut des sources puissantes. Donc cher. Exactement. Si elles sont de qualité. Dès qu'on se met à sculpter, sculpter la lumière, c'est quand même avant tout en enlever. On place une source et ensuite on va soustraire de la zone d'action les choses où on ne veut pas voir que cette source tombe. Mais ça, c'est vrai pour tous les projets, hein. Un HMI, un tungstène. Voilà, si on veut sculpter un peu la lumière, il faut de l'accessoire, quoi qu'il arrive. En tout cas, les accessoires, clairement, voilà, essayer d'apprendre l'accessorisation d'un projecteur. Quitte à se bricoler des trucs. Avec un rideau de douche, c'est clair, bout de carton. Ouais. Les diffs, beaucoup de diffs peuvent se bricoler à partir de... C'est ça, un rideau de douche, ça c'est une excellente initiative. Bon, tout ce qui est réflexion aussi, hein, ça peut être voilà, des polis achetés chez Brico, machin, tout ça c'est... Le roi truc, il faut dire plusieurs noms. Mais bûchez-le, ouais, c'est pas forcément le prix du projecteur qui fera le savoir-faire. Et le bricolage, là, ce que Greg suggérait justement, ça c'est une excellente initiative. N'importe quoi peut servir de drapeau. C'est juste pas pratique. Ouais, pour un professionnel qui a besoin d'être réactif, se déplacer, s'il se balade avec un rideau de douche et 4 morceaux de bois, c'est un peu compliqué. Mais ça marche pareil. Le résultat sera très très proche de la super chiméra qui se met en 2 secondes.
Il y a des diffs qui sont de meilleure qualité que d'autres quand même. Quel rideau de douche, tu veux dire? Oui. À peine, un petit chouï. De la soie, de la soie. Mais bon, prenez la soie de mamie là, et faites de la diff avec, vous verrez, ça c'est très beau, ça fait du silk. Et c'est des beaux enroulés justement. Après, il y a évidemment essayer de faire l'ingénierie inverse de différents looks, et voir où sont les sources. C'est vrai que quand on manque de lumière, on a tendance à mettre les sources dans l'axe de la caméra vers le sujet, puisque ça nous apporte de la lumière. La réalité, c'est que ça fait souvent une lumière qui est peu flatteuse. Et donc, des lumières plus latérales, voire à contre, si elles enroulent un peu. C'est plus intéressant. Voilà, c'est ça. Donc, à part peut-être pour de la beauté pure. Bon, bien sûr, ça dépend du look voulu, mais l'idéal, c'est justement d'essayer de prendre des looks qui vous plaisent et essayer de les bûcher, essayer de deviner où est la source dans l'image, la source principale. Est-ce qu'il y a des sources secondaires, dès qu'il y a des petits reflets, dès qu'on voit des petits volumes comme ça qui apparaissent. Bon, le contre, c'est un grand classique. Donc, historiquement, on faisait des contres un peu pointus. Les films en noir et blanc étaient comme ça, en monochrome, pour vraiment les détacher du fond. De nos jours, on fait de plus en plus des contres larges, très diffusés. 2 mètres par 1 mètre, c'est un super contre, je trouve, parce qu'il enroule bien. Et donc, c'est pas forcément qu'il soit ultra puissant, mais voilà, ça permet quand même de détacher un peu le sujet du fond. Et ça, pour moi, une super manière de le travailler, c'est d'essayer de faire de l'ingénierie inverse de look. Et de comprendre comment le chef-op a fait pour obtenir cette image, en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce projecteur. Moi, je vais donner une dernière fois mon sentiment. J'en avais entendu parler, je ne le connaissais pas. Je suis très content de le connaître. Et honnêtement, je pense qu'il ira sur ma liste lumière à l'occasion. Voilà, donc c'est une belle découverte. Je suis assez content de tout, l'ergonomie, la qualité de la lumière, la diff intégrée. Voilà, ça a bien la patate. Et puis, ça permet de changer un peu de ce qu'on look d'habitude. C'est toujours sympa aussi de changer de crèmerie de temps en temps. Moi, je l'ai découvert à l'occasion du Satis. Au début, je l'avouais, tiens, encore une copie de Skypanel. Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin d'en avoir encore un de plus? Et du coup, ça a dormi dans ma tête. Et bon, je n'ai plus repenser jusqu'à ce que, tac, on nous les prête là, et qu'on se mette à tourner avec. Et je dois avouer que j'étais agréablement surpris. Pour le coup, c'était une ravissante surprise. Et ouais, certainement, je pense qu'à l'avenir, je serai amené à retravailler avec. Quoi. Il y a de grandes chances. Le coup de la diff intégrée, c'est un peu le truc unique et il est authentiquement unique. Ça apporte vraiment un truc, beaucoup de plaisir à travailler avec. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était notre causerie sur les Rotolight, sur les Titan X1 et XE. Et voilà, on espère vous retrouver prochainement sur une autre causerie, sur notre truc de matériel ou logiciel qui nous intéresse, qui nous a plu. Donc voilà, à bientôt. Salut. Alors, il y a 2 écoles du clap. On le garde comme ça, ce qui est la meilleure école. Tous les gens qui font ça, c'est des nazes, je tiens à le dire. Oh, et ça va. Hein. Je suis gaffe à un pied. Je pense que c'est moi qui vais essayer de faire le lancement. Oui, parce que c'est Greg qui fait le lancement. Du coup, on va essayer. Alors, ben voilà. C'est bien, je suis bien emmerdé maintenant. T'es content là? C'est pas mal. C'est bien celui-là. C'était bien celui-là. C'était vraiment très bien. Je vais le tenter en live. Et voilà. C'est raté. On peut aussi très bien ne pas toucher quand on ne sait pas. Voilà. Alors là, on a un joli fond vert. Il faut qu'on revienne sur quelque chose de montable parce que ça va être impossible. Le mettre sur le banc d'essai pour voilà, voir si ça favorise les temps faire ou pas. Pas très motivé. Non, il était mignon, celui-là, il était mignon. Mais non, il y a 2 claps maintenant. Il était bien. Tu prends celui que tu veux comme ça au montage. On fera un petit best-of avec tout ça.